Alors, Yves est né en 1961. 61 côté vin, c'est merveilleux. Bon, il est né à Besançon, c'est pas une grande région viticole, mais quand même. Yves, donc la politique aussi, donc tu as été conseiller municipal, puis maire de Montereau. Alors Montereau, c'est où? C'est entre Fontainebleau et Sens, c'est une ville d'histoire, puisque Jean sans Peur y a été assassiné en 1419, et qu'on dit que si Jean sans Peur n'avait pas été assassiné sur les ponts de Montereau, Dijon serait sans doute devenue la capitale de la France. Vous voyez comme quoi l'histoire peut avoir des éléments assez imprévisibles. Et puis Napoléon y a gagné une bataille qui n'est pas la plus célèbre, mais qui était la plus forte pour lui, puisque c'est sa dernière victoire, en février 1814, au moment de la campagne de France, où eh bien, il était en train de perdre, il était le seul à y croire, il a gagné une bataille à Montereau, dit-on sa dernière joie de soldat, de militaire, et la dernière victoire de l'empereur. Yves, tu as également été ministre, notamment des Outre-mer. Quand on voit ce qui se passe en Martinique, en Nouvelle-Calédonie en ce moment, tu es inquiet? C'est structurel, c'est conjoncturel, tous ces problèmes? Non, je suis très inquiet. Je suis très inquiet d'abord sur le fait que si je faisais ce soir, pardon, mais si je faisais ce soir un petit test pour vous demander de citer les 12 territoires d'outre-mer français, je ne suis pas sûr que chacun serait capable de les aligner, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où est la France. Et je suis inquiet parce que le modèle structurel, qui est un modèle d'économie de la distribution et de la redistribution, est un modèle épuisé, mais ce n'est pas seulement dans les Outre-mer, mais c'est aussi dans les Outre-mer, et que cet épuisement et l'absence de nouveaux modèles économiques, donc de nouveaux modèles sociaux, de nouveaux modèles de développement, amènent des tensions, et que des territoires comme la Nouvelle-Calédonie, par exemple, peuvent un jour être tentés de quitter la République sous la pression de ceux qui cherchent, pour des raisons géostratégiques et de déstabilisation, à nous chasser, en particulier du Pacifique. Je veux citer les Chinois et les Russes à travers l'agitation de l'Azerbaïdjan. Donc oui, je suis inquiet, et oui, je crois que cette France du monde devrait être plus connue, mieux regardée, et que quand on a la chance d'avoir des territoires, par exemple aux Antilles, qui sont sur le même fuseau horaire que New York, quand on a la chance d'avoir, par exemple, Mayotte, qui est dans le canal du Mozambique, en face de pays qui sont dans un développement formidable, je parle de la Tanzanie, de Mozambique, du Kenya, de l'Afrique du Sud, qui sont des pays en croissance absolue. On a un morceau de France là, et on n'utilise pas ce morceau de France pour faire de la stratégie. Je pense qu'il est temps de réviser la stratégie, mais tout ça sera dans un livre qui va sortir au mois de février. 9 février en plus. Un peu de publicité qui s'appelle... T'as mis le temps à sortir ton bouquin quand même, c'est bien ça. Qui s'appelle C'est où la France, et qui est publié aux éditions... Je te trouvais particulièrement pointu en matière de géographie, donc là maintenant tu révises, quoi, c'est ça? Oui, et puis quand tu as été ministre, tu es quand même un peu obligé de savoir de quoi tu es ministre. Bon, alors dis-nous, justement, qui serait le Premier ministre idéal aujourd'hui? Alain Marty. Non, un vrai. Alors le ministère du vin sera créé demain matin à 8h. À 8h30, il y a Alcotest pour tout le monde. Non, plus sérieusement. Non, je crois plus sérieusement, j'avais cette conversation à table que moi je ne fais plus de politique, je ne suis plus adhérent à aucun parti politique, j'ai quitté la vie politique nationale. Je pense que le problème n'est pas tant quel homme ou quel ministre ou même quel parlementaire. Le problème est que nous sommes à la fin d'un cycle structurel, qu'il va falloir changer le logiciel, et qu'en France, quand on change les logiciels, ça se fait souvent dans la douleur, dans la violence, voire dans le sang, et on ne sait pas s'adapter dans des conditions plus soft, et que la caractéristique de cette fin de cycle-là, pas de celle des siècles précédents, mais de celle-là, c'est qu'elle se situe dans un monde qui va à toute vitesse. Donc nous n'avons plus le temps, et le monde ne nous attend pas. Et le monde n'attend pas la France. Et si la France n'est pas capable de se restructurer, pas seulement de changer un ministre, un Premier ministre, de changer des parlementaires. D'ailleurs, moi, j'ai été élu pour la dernière fois parlementaire en 2017. Non, je suis parti en 2018 diriger une start-up, mais en 2017, il y avait toute la nouvelle société civile arrivée avec Emmanuel Macron, tous ces gens de bonne volonté, ces médecins, ces chefs d'entreprise qui disaient, vous allez voir, hein, ouais, nous, on sait, hein, ouais. On a vu. Donc je pense que le problème, il est plus grave que les hommes. Il est plus grave que de dire les députés sont mauvais, les ministres sont mauvais. J'ai une confidence à vous faire ce soir, c'est que les députés et les ministres, ils sont à l'image de la France.
Et que si on a des élus médiocres, c'est peut-être parce que globalement, nous sommes devenus un peuple médiocre. Très bien. Alors ensuite. C'est peut-être ça la réalité. Ensuite, mon cher Ce qui Yves. ne dédouane pas les élus de leurs responsabilités, mais ce qui veut dire que je crains que le problème soit plus grave que simplement 500 parlementaires, 500 députés sur ce sujet. Donc un simple nom, j'aurais beaucoup de mal à te le dire. Il se trouve que parmi tous les noms cités, que ce soit Bernard Cazeneuve, François Bayrou, Sébastien Lecornu et d'autres, ce sont tous des amis. Donc je ne voudrais pas... T'as des amis à gauche, toi? J'ai des amis. Bernard Cazeneuve était témoin de mon mariage, donc tu vois. Très bien. Alors, tu as lancé aussi, après ta vie politique, le certificat Origine France Garantie, Yves, c'est ça? La certification. Oui. Alors, c'est quoi, ça? J'avais remis un rapport à l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, sur le Made in France. Et dans ce rapport, je proposais qu'on crée un outil pour distinguer un produit français qui ne l'est pas. Par exemple, prenons un exemple, un caviar, mesdames et messieurs. Vous dégustez un caviar, vous vous dites un caviar, je suis au Wine Business Club avec Alain Marty. De quelle région de France vient-il? Personne ne vous dit qu'il est chinois. Donc, il faut quand même qu'on puisse, si on veut valoriser la production française, avoir des outils qui attestent de l'origine des produits. Et la certification Origine France Garantie, qui est issue de ce rapport, qui est portée par une association, loi de 1901, sans but lucratif, que j'ai présidé longtemps et qui est aujourd'hui présidée par mon ami Gilles Attaf, est un outil qui permet à l'entreprise d'attester via un processus de certification par un organisme de type AFNOR ou Veritas que son produit est bien français, qui respecte les règles pour être bien français et qui permet à l'acheteur, que ce soit l'acheteur à l'étranger ou l'acheteur en France, de se dire tiens, là, il y a une certification d'origine, donc on ne me vend pas pour français un produit qui ne l'est pas. Vous savez, c'est ce bel exemple des bottes Le Chameau. Si vous allez sur le site internet des bottes Le Chameau, vous y lisez tradition française depuis 1936, etc., etc. Personne ne vous dit qu'elles sont totalement faites au Maroc. Ah oui. Bon, ceci dit, en s'appelant Le Chameau, on pourrait se douter un peu, mais voilà, l'idée c'est que l'origine est une valeur, que certains cherchent à capter cette valeur en étant, comment dire, en s'arrangeant avec l'origine, et Origine France Garantie sert justement à essayer de défendre l'origine française, parce que derrière ça, il y a un combat qui me motive depuis 15 ans, qui est au fond une réflexion, qu'est-ce qui a formaté notre pays? Qu'est-ce qui a forgé la France telle qu'on est? C'est les clochers de nos églises, nos usines et nos casernes. C'était ça qui était le socle de la nation. Et le socle de la nation s'est fondé autour de ce triptyque. Et qu'aujourd'hui, nos églises sont vides, nos usines sont parties et nos casernes ne sont pas très peuplées. Oui. Et que donc, si on veut retrouver une place dans cette mondialisation, si on veut continuer à créer de la richesse, bien sûr, il faut des entreprises, au sens large, des entreprises de services, des entreprises de distribution. Mais si ce monde des entreprises n'a pas des entreprises de production, ce monde des entreprises s'effondre. Il manque quelque chose. C'est la fameuse phrase de Serge Churuc en 1984 qui rêvait d'une entreprise sans usine. Ça s'appelait Alcatel. Il n'y a plus d'entreprise aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut se battre pour retrouver de la production, pour produire en France. Alors, dans des secteurs que tu connais bien, ça nous semble une évidence, mais peut-être que demain, il y aura le China's Wine Business Club qui ne fera déguster que des vins chinois. Et sur cette question, qu'il faut garder de la production, parce que c'est créer de la richesse, parce que c'est évidemment vital, parce que c'est notre souveraineté qui en dépend. Bon, ça, on est d'accord. Attends, cette lettre du Made in France. Eh bien, justement, c'est l'aboutissement de cette réflexion. Produire en France, c'est sans doute au-delà d'une anecdote, c'est sans doute un projet de société. La vie politique fait que les hommes politiques cherchent ce qui peut rassembler une nation. Qu'est-ce qui peut rassembler le jeune de la banlieue de Montreux, le pêcheur du Mont-Saint-Michel et l'ouvrier de chez Bonduel dans le Nord? Eh bien, moi, je pense que le projet de rassemblement d'une nation, c'est produire. De celui qui produit des salades et les vend sur son marché à celui qui produit des avions de chasse et les vend dans le monde entier. Et que produire en France, c'est vraiment un projet de société, que c'est vital pour l'économie, mais aussi pour la nation. Et j'ai créé avec
l'ancien rédacteur en chef de la lettre de l'expansion. Je pense qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui savent ce qu'est la lettre de l'expansion, sur le même modèle, la lettre du Made in France. Et là, j'ouvre la page de publicité. Alors, 46 numéros par an, Yves. 46 numéros par an. Combien ça coûte? Combien ça coûte? La moitié du prix d'un dîner du 550 € par an, c'est ça? Exactement. 46 numéros. En digital ou alors en papier? Les deux. C'est-à-dire tous les jeudis matins, vous recevez sur votre boîte mail la lettre du Made in France, 4-6 pages en fonction de l'actualité. Et vous pouvez l'imprimer si, comme moi, vous aimez lire en dehors de votre écran, ou vous pouvez le lire sur votre écran. Et ça se veut être un média militant qui défende les usines, les ateliers, les fermes. Moi, je vais vous donner juste 2 chiffres pour illustrer cette conviction. Il y a un siècle, en 1924, la France produisait 40% du textile mondial. Cette année, la France produit 3% du textile qu'elle utilise elle-même pour ses propres besoins. L'effondrement de notre système productif fait que depuis 50 ans, on a perdu la moitié de nos emplois industriels et que dans notre produit intérieur brut, l'industrie est passée de 20% à 10%. Si nous allons plus loin, si nous passons très en dessous de la barre des 10%, l'économie française mourra. Alors on pourra rester un pays de musée, un pays de services, un pays de tourisme, mais nous ne serons plus un pays de production et nous serons un pays faible parce que nous serons à la merci de ceux qui nous vendent leurs produits. Donc cette lettre du Made in France, elle se veut militante. C'est pour ça qu'on a besoin d'abonnés. D'abord parce que vous y apprendrez des choses, elle est exclusive et ce qui est dans cette lettre n'est pas ailleurs. Et puis qu'ensuite, je pense que si on a un média B2B puissant qui parle de ça, on pourra peut-être aussi impressionner les élus, les décideurs, les responsables et essayer de faire avancer ces combats qui sont des combats de survie et qui ne sont pas aujourd'hui des combats de confort ou des combats anecdotiques, mais des combats de survie. Mais je finis par là, je pense qu'il n'y a pas une prise de conscience que nous sommes en train de perdre l'essentiel en perdant les usines, les ateliers et la production. Nous risquons de léguer à nos enfants une France vide et une France sans sens et sans croissance. C'est ça, je crois, le fond du sujet. Donc vraiment, c'est un combat auquel j'appelle chacun. C'est vrai qu'en sortant, on peut se dire « Ah, puis tant pis, je vais reprendre un peu de caviar chinois. » Eh bien, acheter du caviar français, il est bien meilleur. La lettre du Made in France, Yves Gégaud, on peut l'applaudir, Yves, voilà. Il faut s'abonner, hein. Nous, on soutient Yves Gégaud et cette lettre du Made in France.